Je vais prendre la suite de Michel pour essayer de répondre à la question en 10 minutes. Je ne traiterai pas de perspective historique, je le dis tout de suite, parce qu'en 10 minutes, c'est pas possible, mais de poser quelques problèmes que rencontrent les enseignants quand ils enseignent les mathématiques, que rencontrent les professeurs des écoles. Et je m'appuierai pour essayer de poser ces questions sur, en fait, maintenant presque 40 ans de recherche que nous avons mené avec Monique Pézard et Pascal Maslow sur l'enseignement des mathématiques en REP. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas tout en REP, mais en éducation prioritaire. Pour commencer, je suivrai le plan suivant, une introduction. Je vais prendre deux exemples pour introduire mon propos. Le premier, c'est celui-là. Il est issu d'une contribution qu'avait fait Lucie Debois, une Canadienne, qui montre bien un premier problème posé par les enseignants. La question est la suivante. Ça se pose on est en l'équivalent du CE2, troisième année de l'école primaire. Les élèves ont à résoudre le problème suivant, le chat de Gaston. Alors Gaston a deux chats, le premier a 4 ans, le deuxième a 10 mois. Quelle est la différence en mois des âges de ces chats? Je précise tout de suite que tous les élèves, et notamment celui qui a fait l'erreur écrite au tableau, sait très bien que dans 1 an, il y a 12 mois, et que dans 4 ans, il y a 48 mois. D'accord? Mais il propose la solution suivante. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il dit, voilà, 10 moins 4, 6, et il vérifie, c'est pas sur cette diapo-là, mais il vérifie en disant 4 plus 6 égale 10, donc la différence, c'est 6 mois. J'ai posé de nombreuses fois cette activité-là à des professeurs des écoles, expérimentés, experts ou débutants, en leur laissant 30 secondes, vous voyez, on est en situation de classe, pour décider de qu'est-ce qu'ils vont dire aux élèves pour travailler cette question-là et le faire comprendre à l'élève qui s'est trompé. Et en fait, à une immense majorité, ça varie entre 90 et 100% du public, propose comme réponse, comme aide possible aux élèves, eh bien, tu n'as pas le droit d'enlever des mois à des années. C'est-à-dire que quelque part, parfois il donne une indication, fais attention, 1 an, ça fait combien de mois, etc. C'est-à-dire que quelque part, en fait, ces professeurs-là donnent une aide pour trouver la bonne réponse. Mais ils n'interrogent pas, dans une certaine mesure, la réponse erronée. Il y en a très peu, quasiment à l'état de traces, qui proposent, par exemple, comme aide possible, l'interrogation suivante à l'élève. Si la différence d'âge, c'est 6 mois, si le plus jeune a 10 mois, quel est l'âge du plus vieux? Vous voyez, ça, c'est un premier problème. Le deuxième exemple que je propose, c'est le suivant. J'étais en train de travailler avec une maîtresse sur les fractions. Et nous avions préparé, une maîtresse très expérimentée, qu'on s'entende bien, je veux dire. Et nous avions préparé la séance ensemble. Le but, c'était de travailler sur la notion de fraction à partir des aires. Et elle dit aux élèves, prenez une feuille, tous les élèves prennent leur feuille, elle fait en même temps. Vous voyez, cette feuille-là, pliez-la en deux. Les élèves plient en deux. Pliez-la à nouveau en deux. Les élèves plient en deux. Je précise tout de suite que moi, je suis à côté, au fond de la classe, et je suis à côté d'un gamin qui, vous voyez, il a toujours des bonnes idées, ce gamin-là, mais il ne les dit pas. C'est pas son truc de prendre la parole en public. D'accord? Et elle dit ensuite, pliez-le en 3. Les élèves savent bien plier, ils ne sont pas arrêtés de faire des pliages. Et elle déplie la feuille et elle pose la question aux élèves, que représente la maille? Elle ne le dit pas comme ça. Que représente la maille du pliage? Si ça vaut 1. Le gamin qui est à côté de moi me dit, facile, 1/12. Et ils ont fait des activités de pliage avant sur les fractions, c'est pas la première fois. Mais au milieu de la classe, il y a un gamin qui, vous savez, c'est ces gamins, ils savent quand
ils sentent un petit peu quand le prof va être en difficulté. Et, ben, je veux dire, ils ratent pas leur coup, quoi. Et lui, sans le faire exprès, il a pris sa feuille, il a plié en deux, en trois, et il obtient ça. Vous voyez la différence en termes de forme. D'accord ? Et comme il sent qu'il y a un problème, il pose la question à l'enseignante, la question suivante. Maîtresse, j'ai fait comme tu m'as dit, mais je n'ai pas fait le même pliage. J'obtiens ça, vous voyez, et il dit, ce sont ses mots propres, est-ce que c'est le même 12e ? D'accord ? Eh bien, vous voyez, là, vous avez quand même un gros problème, comme le précédent, qui sont posés, en fait, aux enseignants. Et il faut qu'on fasse attention parce que maintenant, il est nécessaire de répondre quand même à ces questions en termes de formation, parce que la mise en œuvre de démarches relatives à des méthodes actives en dépend pour une large part. Nous avons montré qu'il existait 3 grandes questions, en fait, dont les réponses modélisent, dans une certaine mesure, conditionnent les pratiques des enseignants en éducation prioritaire, mais je pense qu'un certain nombre de ces pratiques se retrouvent hors de l'éducation prioritaire. La première, c'est ce qu'on a appelé l'installation d'une paix scolaire, mais bon, j'en parlerai pas parce que c'est un problème un peu particulier quand même au REP. Mais en fait, les 2 autres questions, c'est ce qu'on a appelé avec Monique Pézard l'exercice d'une vigilance didactique. Et l'autre question, c'est le traitement simultané, la gestion simultanée de 2 processus, le processus de dévolution et le processus d'institutionnalisation. Là, l'exercice de la vigilance didactique. En fait, quelle est la question qui est systématiquement posée à l'enseignant dans les 2 exemples que j'ai donnés? C'est pouvoir s'adapter en temps réel, apporter, sans tuer le problème, l'aide nécessaire à l'élève pour que soit il prenne en compte le fait que sa réponse est erronée, soit, dans le cas ici, que l'enseignant apporte la bonne aide. Alors, je reprends mon exemple, parce que je ne l'ai pas fini ici. Vous voyez, l'enseignante, elle était embêtée par cette question. Pensez bien, quand même. En même temps, c'est une question très intéressante. Hein, mais elle sait que ce gamin est en train de tester sa légitimité. Moi, je suis au fond de la classe, et puis, ah oui, le petit gamin qui est à côté de moi me dit la chose suivante. Il me dit, facile, c'est évident. Dans les 2 cas, il y en a 12. Donc, c'est le même 12e. Lui, il a tout compris. Il a compris que le nombre 1 12e, c'est le nombre qui multiplié par 12 est égal à 1. Mais l'enseignante, elle a la pression de la classe, vous voyez, et du coup, elle fait ce qu'il ne faut pas. Elle donne la main aux élèves, c'est dans un CM2, et si vous demandez à des élèves de prouver ça, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ben, on va découper. Et puis on va découper pour essayer de faire un pavage. Vous imaginez des élèves de CM2 découper avec leurs ciseaux à bourron, ça, en faire un pavage un rectangle, comme disait Liamin de tout à l'heure, pour en faire un carré presque carré, vous voyez? Eh bien, ils n'y arrivent pas. Et Liamin, qui était à côté de moi, a dit, lui, il l'a fait consciencieusement, et il dit, oh, j'aurais bien cru pourtant que c'était la même chose. Alors, là, il y a quelque chose, vous voyez, c'est ça, un ajustement didactique en temps réel. L'ajustement, c'est de penser là en termes d'enjeux d'enseignement. Oh, c'est pas qu'une question mathématique, hein. L'enseignante sait très bien que 1 12e multiplié par 12 c'est égal à 1. C'est pas ça son problème, c'est de répondre là à ce que dit l'enfant. Et en fait, cette réponse-là, ça nécessite qu'elle maîtrise immédiatement, mais en temps réel, les enjeux d'enseignement qui sont dans la situation, qu'elle voit d'abord quelle est la vraie situation posée par le gamin, et d'autre part, qu'elle apporte la réponse, qui n'est pas la réponse ici en termes de manipulation. Ce n'est pas la manipulation que je fais en question, hein, puisqu'au départ, on fait des manips. D'accord ? Mais c'est la réponse en termes de calcul, parce que seul le calcul ici est la bonne stratégie pour trouver la bonne réponse.
Alors, c'est ça qu'avec Monique Pézard, nous appelons exercer une vigilance didactique. Exercer une vigilance didactique, c'est en fait repenser en termes d'enjeux d'enseignement, à la lueur des résultats des recherches en didactique, les questions mathématiques qui sont posées aux élèves. Et là, ça nécessite qu'en formation, on ait une formation initiale, mais aussi continue. Ça ne se construit pas en un seul jour. Dès qu'on leur fasse comprendre un certain nombre de résultats de recherche en didactique, qu'on leur fasse, qu'ils puissent s'appuyer sur ce que, de façon un peu caricaturale, on appelait des petits théorèmes de didactique, c'est-à-dire ce qui est important. On sait des choses sur l'évolution des élèves, sur les réponses à apporter, et puis aussi de leur apporter des outils qui permettent de lire le réel, et les ressources d'ailleurs, ces outils qui ont été à l'initiative créés pour des recherches en didactique, mais qu'on doit repenser en termes d'enseignement, c'est l'analyse à l'a priori, l'identification des savoirs, le repérage et l'analyse en acte des productions des élèves ou la gestion des variables. Il me reste combien de temps là? 3 minutes. La deuxième grande question que je voulais aborder, c'est la question de la gestion en temps réel, là aussi, d'un couple de processus, les processus de dévolution et les processus d'institutionnalisation. Nous avons accompagné des professeurs débutants pendant 2 années, des professeurs d'école débutants en REP+, et on les a accompagnés pour essayer de faire en sorte qu'ils proposent un enseignement plus adapté aux difficultés de leurs élèves, dans des écoles très difficiles. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat au bout de 2 ans? Les professeurs des écoles comprennent et apprennent à mettre en œuvre, en les accompagnant 2 ans après la formation initiale, à mettre en œuvre des situations consistantes, où il y a une réelle recherche des élèves. Ça, au bout de 2 ans, ils y arrivent, quel que soit le contexte difficile de la classe. Ils apprennent, ils ont compris aussi qu'il fallait faire expliciter les procédures des élèves. Ça, on obtient ce résultat-là. Mais, très majoritairement, on a 10 cas qu'on a suivis pendant 2 ans, il y en a les 10, on obtient ça. Mais ce qu'on n'arrive pas à obtenir, c'est que le professeur des écoles, malgré toute l'aide qu'on peut apporter, malgré la formation initiale qu'il a reçue, développe le texte du savoir correspondant à l'activité qui est proposée aux élèves. C'est-à-dire que autant on gagne sur le processus de dévolution, autant on a du mal à gagner sur le processus d'institutionnalisation. Vous voyez, ils font tout jusqu'au moment où il faut qu'ils enseignent. Et là, il y a un vrai problème. Et il faut faire attention. Si en termes de formation, on ne sait pas répondre à cette question, il y a un risque, c'est et ce risque, je le vois assez fréquemment, le risque, c'est que les enseignants et compris des formateurs, des chercheurs pour certains, jettent le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, comme on ne sait pas institutionnaliser, eh bien, on ne va pas proposer une méthode active. Et là, il y a un enjeu déterminant actuellement pour la formation, que ce soit pour mieux armer les enseignants à enseigner en éducation prioritaire, mais plus généralement à enseigner les mathématiques en leur proposant, comme Michel le montrait, des situations consistantes où ils vont mettre à l'épreuve des conjectures, mais le but, c'est qu'ils apprennent des savoirs qui s'appuient ensuite sur un texte du savoir. Et là, il faut bien le dire, il n'y a pas eu les recherches nécessaires sur l'institutionnalisation, sur le texte du savoir à développer et comment on travaille ces questions en formation. C'est pas simple pour un professeur des écoles. On lui dit dévolu, je caricature. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en retrait pour laisser la main aux élèves. Mais quand il va institutionnaliser, il reprend la main. Cette gestion, ça se fait en quelques secondes, ce changement de posture. Et là, il y a tout un apprentissage et des recherches à mener pour mieux outiller les enseignants sur cette question. Je vous remercie.
Nous avons le temps pour une ou deux questions. Oui. Merci. Oui, en fait, bon, je trouve votre intervention et celle de Michel tout à fait juste et plus que pertinente. Bon, moi, je n'ai jamais enseigné en tant que tel et donc je découvre un peu tout ça. Et la question que je me pose quand je passe dans les classes, c'est qu'évidemment tout ça demande, comme ça a été dit, un fort apprentissage et une forte éducation et maîtrise de la part de professeurs des écoles qui doit avoir vécu plusieurs fois des situations pour les maîtriser et être capable d'interagir correctement avec la classe et pas tomber dans les pièges que vous avez décrits. Mais la question que je me pose, c'est le temps qu'ils y consacrent. Quand je discute avec les enseignants, le retour que j'ai, c'est très consommateur de temps. Et c'est vrai que c'est consommateur de temps. Et donc la question que je me pose, c'est pas dans les toutes petites classes où je pense qu'on peut faire pratiquement tout ou beaucoup de choses comme ça, mais au fur et à mesure qu'on monte dans les classes, l'enseignant qui est pris par, dans sa tête, l'obligation de suivre le programme, que ce soit juste ou faux, n'est pas la question. Est-ce qu'on ne devrait pas garder ces méthodes pour certains apprentissages, des apprentissages clés, et je vais en citer un parce qu'il m'a beaucoup choqué en passant dans des classes de quatrième, c'est la difficulté qu'ont des élèves en quatrième de positionner des axes. Si on leur donne des axes avec des grandeurs, ils n'ont aucun problème pour mettre des points sur les axes, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si on leur dit, faites un graphe ou faites avec deux axes, positionnez les valeurs et mettez les points, ils sont paralysés par le positionnement des axes. Donc ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il n'y a pas des situations, et parlant avec les enseignants, c'est générique. C'est-à-dire que ce n'est pas une classe ou un enfant qui a des difficultés, ils voient ça tout le temps. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à un certain niveau, décider ou réfléchir sur des situations où l'apprentissage par investigation ou par méthode active permet de débloquer pour toujours une situation dans la tête de l'élève et sortir de cette idée on fait tout comme ça ou rien comme ça, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur ce plan et c'est pour ça que je disais à la fin on ne va pas tout faire avec de l'investigation. D'abord, c'est une ambition démesurée et qui demande une expertise aussi tellement grande. Et c'est quelque chose que je ne vois vivre dans aucun pays, vraiment, même ceux qui se réclament des démarches d'investigation. Donc, je crois qu'il faut effectivement savoir faire vivre aussi des petits moments d'investigation à certains moments. Par exemple, cette question des axes. Mais il faut l'apprendre. Et avoir des ambitions qui peuvent être modestes. Et puis, il y a des moments où il faut, par exemple, lutter contre des modèles spontanés, des conceptions spontanées qui sont erronées, contre certains obstacles épistémologiques. Et à ce moment-là, il faut prendre le temps de construire des situations qui vont permettre, effectivement, de franchir ces obstacles, de les dépasser. Mais, effectivement, il faut choisir. Et même quand on dit on fait une démarche d'investigation, on enseigne, il y a des choses qui sont amorcées dans l'investigation, des connaissances qui sont amorcées. Mais ces connaissances, si on ne les consolide pas derrière, il n'y a rien qui... Les élèves n'apprendront pas. Donc, le temps qui doit être consacré, la façon de faire une consolidation intelligente aussi, qui ne veut pas dire juste répéter des tâches. Et c'est là que tout le travail qui est fait, par exemple, autour de la théorie des variations, est quelque chose de tout à fait intéressant, parce que justement, ça montre, ça apprend à exploiter ce travail pour la consolidation aussi des connaissances. Oui, pour répondre et compléter, on sait, pour l'école élémentaire et le début du collège, qu'il existe un certain nombre de situations de référence qui permettent de travailler le sens des notions, ce qu'en didactique, certains, comme Guy Brousseau, appellent des situations fondamentales, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais en gros des passages obligés pour les élèves pour pouvoir construire le sens des notions, ou une partie du sens. Là,
les démarches d'investigation se justifient dans cette rencontre avec la notion. Mais ça implique, comme le disait Michel, qu'il faut en même temps réinvestir ce qui a été fait. Il faut dépasser l'action pour arriver à l'apprendre, il faut dépasser le faire pour arriver à du dire, et c'est une des grandes questions d'ailleurs de l'enseignement en éducation prioritaire. Du coup, il faut penser finalement la manière dont on va travailler en termes de faire construire une partie de la connaissance aux élèves, de façon à que le professeur cible un certain nombre de situations où il y a un enjeu effectivement important. Souvent, c'est lié d'ailleurs au dépassement de conceptions erronées. Et puis, à d'autres moments, eh bien, on a besoin de consolider les connaissances. Je ne sais pas si je réponds d'une certaine façon. Et puis aussi, c'est pas facile pour un enseignant de mettre en œuvre ça. C'est pas qu'une question de changement de posture. C'est pas facile, par exemple, de développer le texte du savoir qui correspond à des fers d'élèves qui ne sont pas terribles parfois. Par exemple. Donc il faut penser dans ce type-là, et ça demande de la formation, ça demande aussi qu'on ne réinvente pas l'eau chaude à tout moment et qu'on parte de ce qui est connu. Merci.